Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur le 20h30 de la CRTV. Voici les titres du journal. La décentralisation, un strapontin pour la jeunesse. L'invitation est du président de la République. Mais comment faire de cette niche une opportunité et un levier pour faire décoller les régions? C'est le dossier du 20h30. La violence n'est pas une option dans le sud-ouest. L'élite résidant à Yaoundé se montre plus intransigeante face aux irrédentistes après l'assassinat de 3 chefs traditionnels dans le Lébi Alem. La mort encore sur une falaise. 6 morts dans l'après-midi d'hier à Mbé dans la Damawa. 32 blessés sont admis en soins pour blessures diverses. Retour sur les faits dans ce journal et voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Une fois encore, bienvenue au 20h30. On n'a pas fini de tirer les leçons du discours du président de la République février au soir. La mise en place des exécutifs régionaux est présentée comme une opportunité à saisir car cette fonction publique locale dans les communes et les régions a plus que jamais besoin de l'énergie et du savoir-faire des jeunes. Agnès Solange à Besselot. L'heure des convictions a sonné dans les communes et les régions pour ce qui est de la gestion des ressources humaines au sein des collectivités territoriales décentralisées. Du travail, il y en aura pour tous les jeunes compétents. L'État qui va créer des structures d'embauche en fonction des projets communaux et régionaux a déjà tout prévu. Nous savons que les pouvoirs ont été transférés à des régions, à des communes. En ce qui concerne les grands travaux, c'est dans ces cadres-là, comme les constructions de ponts, des routes, des ouvrages d'art. L'innovation va surtout porter sur la gestion des proximités. Ça veut dire que les jeunes de la collectivité, les jeunes de la communauté, les jeunes de ces régions seront interpellés à pouvoir à ces petits postes de travail pour avoir un petit gain-pain. Et les programmes sont connus de tous avec un fort accent sur l'agriculture. On va donner l'opportunité pour les jeunes d'ouvrir leurs champs. Ils vont vendre ça et vont générer les bénéfices pour eux-mêmes et pour les autres jeunes qui n'ont pas la capacité d'ouvrir leurs champs. Ce sera ainsi chaque fois qu'une collectivité territoriale décentralisée sera appelée à promouvoir les grands travaux de construction ou de rénovation de la République. Une riche pépinière d'opportunités. Les 360 communes et les 10 régions du pays sont désormais demandeuses de compétences nouvelles pour s'autogérer, on vient de le voir. Cela suppose développer des plans de gouvernance locale adossés à des plans de développement bien élaborés. Les secteurs à prendre en charge vont de l'aménagement du territoire aux infrastructures socio-culturelles et de services. De nouvelles compétences sont donc attendues dans divers champs. Cyril Kingembépé. Les collectivités territoriales décentralisées devraient accueillir désormais des professionnels jusque-là chasse gardée de l'État central. L'éducation, la santé, l'économie, l'aménagement du territoire, l'habitat, l'agriculture, la pêche et tous les autres domaines de l'économie nationale se retrouvent mis en œuvre au sein des collectivités. Dans certaines de ces municipalités, les priorités en termes de compétences sont déjà bien établies. Des techniciens dans le domaine du génie civil, des comptables, mais aussi des cadres de haut niveau. Le maire étant maître d'ouvrage, il a besoin des gens qui ont une compétence pour le suivi et évaluation même des projets et qui peuvent monter les devis. En bonne place, l'encadrement des jeunes, créateurs de richesses, l'auto-emploi. Les jeunes investissent beaucoup dans l'agriculture et l'élevage. Mais il y a aussi le petit commerce, il y a l'artisanat. Nous essayons d'accompagner ces jeunes-là. Des emplois en grand nombre, mais la formation s'impose
comme arme de base. On peut être formé dans l'eau et l'assainissement, on peut être formé dans le domaine du développement de l'économie, on peut être dans le montage des projets. Effectivement, tous ces domaines-là nécessitent à ce que les jeunes soient formés. Communes et régions en avant-scène pour des emplois, les acteurs attendent le texte d'accompagnement du nouveau code de la décentralisation. Et justement, dès le mois de mars 2020, démarre l'élaboration des budgets programmes. Ce sera pour l'administration régionale le début effectif de sa prise en main. Au ministère de la décentralisation et du développement local, on s'emploie à la tenue de ce délai dans la plus grande harmonie. Augustin Guizana. C'est une feuille de route dense que le ministère de la décentralisation et du développement local a élaborée en faveur des régions en 2021. Nous sommes dans la perspective que les administrations qui seront le fondement visible en plus des locaux soient mises en place et que l'on ait des hommes et des femmes qui sont mis à disposition des conseils régionaux pour que ceux-ci puissent travailler. La tutelle des collectivités territoriales décentralisées se veut aussi optimiste concernant les ressources qui seront mobilisées pour les régions et pour les communes. Le budget de l'État a prévu un quantum de ressources qui sera alloué aux régions. 30 milliards de francs pour les 10 régions pour leur fonctionnement et une dotation générale de la décentralisation qui prendra en charge au plan financier le coût des compétences transférées exercées par les régions. Par ailleurs, le ministre de la décentralisation et du développement local annonce d'autres mesures d'accompagnement aux régions. Nous allons rapidement engager des actions de formation relativement au personnel qui sera mis à disposition. Il reste attendu la nomination des contrôleurs financiers, des présidents de passation régionale des marchés publics. Georges Elanga Obam indique que l'État central, à travers le ministère dont il a la charge, a du pain sur la planche en cette année 2021. Tournant momentanément la page de la décentralisation, parlons économie. L'organisation du marché commun du commerce des services en Afrique centrale préoccupe les ministres du commerce de la sous-région. Ils ont discuté de l'harmonisation des procédures et protocoles communs aujourd'hui au cours d'une réunion en visioconférence. Elle était présidée par le ministre camerounais du commerce. Les précisions avec Luc Bienvenu au Nana. Au cours de cette entrevue par visioconférence, des ministres du commerce de la zone CEMAC, 10 projets ont été validés. Leur objectif, la libre circulation et le libre établissement des ressortissants des pays de la sous-région dans les différents territoires. Il s'agit pour les économies concernées d'aller au-delà des échanges des biens. Aujourd'hui, l'économie mondiale démontre que la part la plus importante est réservée au commerce des services, par opposition au commerce des biens et des marchandises. Et notre sous-région, la CEMAC, était en retard parce que nous ne disposions pas d'un cadre législatif, d'un cadre réglementaire en matière de commerce des services. Cette étape est en train d'être franchie. Après ce 16 février 2021, il est attendu l'adoption de ces projets par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale et ce, avant le 31 juillet prochain, conformément aux exigences de l'Union africaine en rapport avec la zone de libre-échange continentale. Autre concertation, cette fois en présentiel entre l'administration fiscale et les grandes entreprises du privé. Les débats de ce matin à Douala ont porté sur les réformes fiscales et les innovations de la loi de finances 2021. Le directeur général des impôts a présenté à l'occasion les mesures de soutien aux entreprises frappées par la crise sanitaire. Retrouvons à Douala Joseph Itoté. D'année en année, le Cameroun, à travers des réformes concertées, s'évertue à moderniser sa fiscalité afin de permettre aux investisseurs de s'épanouir dans un climat des affaires favorable. Pour cette année 2021, l'option stratégique a été d'élargir l'assiette fiscale et permettre des taux d'imposition modérés avec des décrus considérables. En ouverture des échanges, les responsables de l'administration fiscale ont permis aux opérateurs économiques de faire connaissance avec les réformes et innovations contenues dans la loi de finances 2021
se rendre compte qu'il y a des réformes, mais une bonne partie de la population n'est même pas au courant. Plus on cherche les moyens pour identifier et enregistrer tout le monde qui peut payer les impôts. Et plus cette base est élargie, plus l'État va pouvoir remplir ses obligations. Pour Modeste Mopa, directeur général des impôts, il était opportun d'échanger avec les responsables des grandes entreprises. Par leur civisme fiscal, ces contribuables ont permis aux administrations d'assiette d'atteindre les objectifs de mobilisation des ressources nécessaires à la couverture des charges publiques. Soutien à la relance économique, promotion de l'import-substitution, malgré le contexte et les vents contraires endogènes, la loi de finances 2021 est porteuse d'une fiscalité de développement et de Toutes nos excuses pour la qualité technique de ce reportage de Douala. Entre recueillement et indignation, l'élite du Lébi Alem résidant à Yaoundé a donné de la voix et c'est devant le musée national, lieu symbolique et fondateur de la nation, qu'ils ont manifesté aujourd'hui contre la violence barbare et gratuite. 3 chefs traditionnels et de nombreux citoyens ont été assassinés dans cette partie du sud-ouest. Au premier rang des manifestants, Paul Tasson, coordonnateur du plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Reportage Sadou Mamoudou. C'est ici, au musée national, socle du vouloir vivre ensemble des Camerounais, que les fils et filles du Lébi Alem résidant à Yaoundé se sont donné rendez-vous. Le samedi 13 février 2021, un certain nombre de chefs traditionnels du village Essorta, 3 parmi eux ont été fusillés et leurs corps jetés dans un cours d'eau. Nous voulons dire que c'est trop. La dénonciation et la condamnation de ces égouts du cerveau humain s'étalent à la privation de liberté de la population. La plupart des cultivateurs du département ont été chassés. Une fixation sur les microfinances. Nous avons fait une estimation de plus de 200 millions de viols à répétition des femmes et des jeunes filles. Le directeur du cabinet du Premier ministre, Balangeli Confiance Ebouni, le ministre délégué chargé du Commonwealth, Félix Mbayou, Paul Tasson ont exhorté les fils et filles du Lébi Alem à faire confiance aux institutions républicaines, mais surtout lancer un appel aux États amis qui hébergent les ennemis de la paix et de l'unité à œuvrer pour la traque et la traduction devant les juridictions compétentes de ceux-ci dans leur pays d'origine. Autre actualité triste, 6 personnes ont trouvé la mort hier après-midi dans un accident de la route dans la région de la Damawa. Le bus qui les transportait vers les régions du nord et de l'extrême nord a perdu le contrôle au niveau de la falaise de Mbé. L'hôpital régional de Ngaoundéré a enregistré une 30aine de blessés. Les faits et le bilan dans ce reportage d'Ibrahim Mohamed Abbassi. Le drame s'est noué au niveau de la descente de Ouak. Sur le carreau, 6 morts et 32 blessés admis à l'hôpital régional de Ngaoundéré. On a donc isolé les cas légers et les cas beaucoup plus sérieux ont été admis dans la salle de mise en observation et dans la salle de soins où on a commencé immédiatement à les administrer des soins. On a placé les voies veineuses, stoppé les saignements pour ceux qui en avaient et réalisé des sutures. Pour le moment, l'hôpital a pris globalement en charge ces blessés. La situation est maîtrisée. Les premiers éléments d'enquête mettent en cause l'incivisme du chauffeur. Le bus de transport en commun qui roulait à vive allure a tenté un dépassement avant de se retrouver hors de la chaussée. L'imprudence encore de conducteur vient d'être relevée. On me signale qu'il s'agit de 2 cars classiques de la compagnie Danaï. L'un voulait donc dépasser le premier. Malheureusement, il n'a pas pu contrôler son mouvement. Il a dû déraper et s'est couché. Les corps encore non identifiés sont à la morgue de l'hôpital régional de Ngaoundéré et l'enquête en cours permettrait de déterminer les causes exactes de cet accident et d'établir les responsabilités. La saison de chasse a été lancée aujourd'hui à Garoua, dans le Nord. Le ministre des Forêts et de la Faune espère que ce secteur grippé par le coronavirus sortira peu à peu de sa torpeur. Jules Doré Ndongo a cependant rappelé aux amateurs de chasse de faire preuve de responsabilité et de viser droit le respect des règles. Ia Hacham Alim, CRTV Nord.
L'année 2020 aura été sombre et inédite dans l'histoire de la chasse au Cameroun. 191 personnes seulement ont été enregistrées dans les zones d'intérêt cynégétique pour une recette annuelle de 211 millions de francs CFA contre 387 chasseurs et 835 millions de taxes d'affermage en 2019. Sur le banc des accusés, le coronavirus. Dès que vous constatez la fermeture des aéroports, des frontières, cela veut dire que les principaux acteurs de la chasse, et qui nous viennent surtout de l'étranger, n'ont plus la possibilité de se déplacer. Et donc les safaris ont dû s'arrêter. Avec ses 32 zones d'intérêt cynégétique, le Nord, qui tient la réputation d'être une région de safari, entend saisir la perche pour une éclaircie et une moisson plus abondante. En marge de cette cérémonie de lancement de la saison cynégétique, Jules Dorendongo a visité quelques locaux de la délégation régionale des forêts et de la faune consumés par les flammes la semaine dernière à Garoua, avec d'importants dégâts matériels estimés à une 50aine de millions de francs CFA. Encore quelques soucis d'image. Près de 33 pensionnaires du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Centre Émile Léger, deviendront pupilles de l'État. C'est la première étape du partenariat entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et ce centre. Les documents ont été paraphés ce mardi en présence du ministre des Affaires sociales. Le reportage de Daniel Menanga. Situation de handicap, des aptitudes insoupçonnées se développent. 33 pensionnaires viennent d'être repérés pour un accompagnement. La signature de cette convention traduit en acte la politique globale du chef de l'État d'offrir une égalité de chance à toutes les couches sociales de notre pays en ce qui concerne l'entrepreneuriat social. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises s'engage à davantage faciliter la réinsertion sociale des personnes vivant avec un handicap au Cameroun. Nous avons pris l'option de mettre à la disposition des pensionnaires de ce centre les programmes, les moyens d'accompagnement et notre capacité à pouvoir aller au contact des partenaires techniques et financiers pour mobiliser des moyens adéquats. Un espace d'expression plus vaste pour ces ouvriers de l'architecture d'une PME compétitive au Cameroun. Ce mardi était jour de rentrée solennelle des doctorants en sciences de la santé de l'Université catholique d'Afrique centrale, l'UCAC, en guise de bienvenue à cette 4e cuvée constituée de 31 étudiants. Une leçon inaugurale sous le thème « Imaginer et organiser la riposte contre la COVID-19 à la périphérie » par le professeur Claude Abbé, l'éminent universitaire, a magnifié les solutions thérapeutiques locales proposées par les Camerounais, en particulier une résilience saluée par le directeur de l'École des sciences de la santé, le professeur Benjamin Alexandre Koum. Autre actualité à présent, toujours dans le milieu universitaire, une délégation de l'université de Buea séjourne depuis hier à Akonolinga pour étudier les conditions d'installation d'une antenne de l'institution universitaire dans le chef-lieu d'Union et Fumu. Reportage de Pierre Binambarga, le long du Lion. La ville Kanga, Akonolinga, chef-lieu d'Union et Fumu, bientôt une ville universitaire. En effet, l'université de Buea compte dans les heures qui suivent y installer une antenne avec toutes les filières. On a besoin de former des Camerounais qui viennent d'autres régions pour que le développement puisse véritablement suivre. Dans le Nyong Fumu, la nouvelle est reçue avec allégresse. Nous serons dans un bel exemple de brassage entre les communautés anglo-saxonnes et francophones. C'est de l'inédit. Je suis très ému et très impressionné. Un terrain de 40 hectares est déjà disponible et les populations comptent en offrir plus pour l'expansion économique du coin. Nous allons davantage cultiver tous les biens économiques pour que cette communauté universitaire puisse booster l'économie de la ville. Le professeur Robert Nchili a déjà baptisé la nouvelle institution, Université de Buea Akonolinga.
Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Dans notre chronique quotidienne coronavirus, eh bien cette bonne nouvelle, les résultats sont désormais disponibles, résultats des tests disponibles 24 ou 48 heures tout au plus après prélèvement. Ce sont là les effets bénéfiques de la décentralisation des laboratoires d'analyse. Évariste Eyenga et son invité, le docteur Foka, m'en parlent en direct du Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir. La demande était très forte au moment de l'approche et la traversée du pic l'année dernière dans cette lutte contre le coronavirus Covid-19. À ce moment, les laboratoires étaient hyper sollicités avec des goulots d'étranglement que l'on pouvait observer à certains moments. Allons voir ce qu'il en est aujourd'hui, plusieurs mois après avoir traversé le pic. Le docteur Bokam nous apporte ses éclairages ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Je rappelle que vous êtes virologue du Centre international de référence Chantal Biya, plusieurs mois après la traversée du pic. Est-ce qu'il y a toujours affluence dans les laboratoires? Effectivement, Évariste, le Cameroun a observé son premier pic pour la Covid-19 durant les mois de mai à juillet 2020. Et durant ces mois, il faut qu'on le rappelle, il y avait également la fermeture des barrières, donc tous les cas testés étaient essentiellement des cas suspects. Raison pour laquelle on avait des taux de positivité très élevés, entre 20 et 40% de positivité. Cependant, après dans cette première vague, on a observé la réouverture des frontières et actuellement, on continue à avoir une forte affluence dans les laboratoires, mais surtout avec les voyageurs et aussi en partie avec les cas suspects qui continuent aussi à émerger en tout temps. Et raison pour laquelle nous disons aujourd'hui au Cameroun, en routine de lundi jusqu'à dimanche, que vous soyez un voyageur, que vous soyez peut-être un cas suspect, une personne qui a des symptômes similaires au Covid-19, nos laboratoires restent ouverts pour un testing avec un rendu des résultats sous 24 et 48 heures au maximum. Et pourquoi a-t-on l'impression que cette fois-ci on obtient les résultats un peu plus tôt, alors qu'avant il fallait attendre pour le cas des PCR parfois un peu plus de 72 heures? Justement, Évariste, avant, le Cameroun était encore en cours de décentralisation pour le testing du Covid-19. Alors, de nos jours, l'option de décentralisation a été largement effective. Yaoundé, par exemple, a plus de 7 laboratoires qui testent pour le Covid-19. Douala, actuellement, a 3 laboratoires. Et presque toutes les régions du Cameroun ont le système en place pour pouvoir dépister. Raison pour laquelle le rendu des résultats est rapide, vu que la proximité avec les patients a été largement rétrécie. Merci à vous, Dr Fokam. On est bien fixé maintenant. La décentralisation, décidément, elle porte ses fruits dans le domaine de la médecine également. La décongestion des différents laboratoires a permis à ce qu'on arrive à élaguer les goulots d'étranglement qu'on observait souvent avant la sortie, la publication des résultats. Merci Évariste. Depuis plus d'un mois, les populations de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, sont privées d'eau potable. C'est une véritable chasse à l'eau qui s'organise à travers diverses parades. C'est le cas de Hope Station à Bamenda. Notre reporter Valentin Coindeux a mené l'enquête. Pour avoir de l'eau au quartier Hope Station à Bamenda, il faut s'armer d'endurance. Ici, au camp militaire, l'un des seuls endroits où l'on peut trouver de l'eau potable à Taré. À quelques pas de là, une jeune dame puise de l'eau dans cette rigole. On l'utilise pour faire la vaisselle, la lessive et nettoyer la maison. En ce qui concerne l'eau à boire, on en achète. Autre lieu, un taxi. C'est cette eau d'une qualité aussi douteuse que les populations consomment. Nous n'avons pas le choix car l'eau du robinet n'est pas toujours disponible. Mais celle-ci coule toujours et est à notre portée. Ce manque d'eau à Bamenda a une explication. Nous sommes dans la saison sèche. Il y a le changement de climat
À cause de la crise, certains projets d'adduction d'eau ont été arrêtés. En attendant une solution définitive, les sapeurs-pompiers élaborent un programme de ravitaillement. À partir de la semaine prochaine, nous recommencerons à faire notre travail, d'être avec elles, de les accompagner pendant cette période de calamité. À présent, les populations de Bamenda scrutent le ciel dans l'espoir de voir tomber les premières pluies et ce qui sonnera sans doute la fin de leur calvaire. La route Olonou-Ovin dans cette région sera bientôt en chantier. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, vient de signer son contrat de construction avec le directeur général des entreprises italiennes SEAS. Les travaux devraient démarrer cette année et désenclaver plusieurs localités de la région du Sud et favoriser en même temps l'intégration sous-régionale. En effet, le projet fait partie de la route Olonou-Ovin, frontière du Gabon. Le reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno. Le contrat de financement et de construction de la route Olonou-Ovin a arrêté à 70 km le linéaire sur un profil de 1 fois 2 voies pour une largeur de 10 mètres de plateforme. 13 ponts pour un total de 260 mètres linéaires parsèmeront l'itinéraire. Un poste de pesage, un péage automatique ainsi qu'un poste de comptage y seront implantés. Le démarrage des travaux ne devrait plus tarder. Nous avons encore à mettre à pointe quelques petites choses, mais moi je pense qu'entre juillet, le chantier sera ouvert. Nous avons beaucoup d'expérience sur ces travaux. Nous avons un employé capable de travailler à ce niveau. Donc, par nous, c'est une route normale, pas trop de difficultés. La durée d'exécution des travaux est de 24 mois. En religion, demain, c'est le mercredi des cendres pour les chrétiens. Il marque le début du carême. Le carême qui est un temps liturgique de 40 jours de partage, de jeûne et de pénitence. Pour la grande compréhension de ce temps qui est le socle de la foi chrétienne, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, s'est entretenu avec notre reporter Pierre Binan Barga. Le carême 2021 commence effectivement demain par le mercredi des cendres. Ce sera 40 jours de marche vers Pâques. Nous allons rentrer dans un temps pour nous ressourcer spirituellement et tenter de refaire comme un itinéraire de vie où tous les aspects de salut peuvent s'exprimer. Il nous faut des actes de solidarité. Nous ressourcer à la parole de Dieu et aussi l'annoncer. Être solidaire de toutes ces souffrances humaines pendant le carême dans les capacités qui sont les nôtres. En attendant le carême demain, aujourd'hui est mardi gras pour ceux qui le peuvent encore. Protection de l'environnement, l'entreprise citoyenne Namer Recycling, spécialisée dans la lutte contre la pollution et des déchets et des bouteilles plastiques, vient de célébrer sa 100 millionième bouteille collectée. Une cérémonie a regroupé au Castel Hall de Douala les partenaires, les différentes entreprises partenaires à cette initiative, à l'instar du groupe SABC et des acteurs des métiers du recyclage pour une économie circulaire. Le reportage de Joseph Itoté à Douala. La réalité de la pollution par les déchets et bouteilles plastiques au Cameroun en général et dans la ville de Douala en particulier ne souffre d'aucune contestation. La situation est bien préoccupante. C'est donc pour apporter sa contribution dans la lutte contre ces fléaux environnementaux que l'entreprise Namer Recycling s'est jetée dans la bataille. Et la célébration de la 100 millionième bouteille collectée et recyclée était l'occasion de sonner une fois de plus l'alerte. Quand on regarde les draps, quand on regarde tout ce qu'il y a autour de pollution en général, parce que c'est toujours le plastique qui saute à l'œil. Ça, on en est conscient. Mais par-delà l'alerte, l'entreprise Namer Recycling et son partenaire, le groupe SABC, sont soucieux de créer une chaîne de valeur dans la promotion des métiers du recyclage ou niche l'économie circulaire.
Les bouteilles qui se retrouvent dans les drains, c'est parce qu'on n'a pas été responsable en amont. Donc l'événement d'aujourd'hui, c'est vraiment pour célébrer ces acteurs-là, qui les collectent et surtout qui les transforment. Ils sont encore nombreux ceux-là qui, après la consommation de leurs bouteilles, au lieu d'aller mettre dans un bac de collecte, jettent par terre. Et la première pluie venue, toutes les bouteilles se retrouvent dans les drains. Les dérivés des produits issus du recyclage des bouteilles et déchets plastiques font d'ores et déjà la fierté du Made in Cameroon. On produit des straps, des feuillards plastiques. Communément, ce sont des feuillards que vous verrez sur des ballots de friperie. Okay? Ceux-ci étaient avant importés et on est fiers de pouvoir dire qu'on les produit au Cameroun aujourd'hui. Et à base de quoi? Des déchets plastiques ramassés dans la nature. Le représentant du gouverneur de la région du Littoral a salué ces initiatives de l'entreprise Namé Recycling et de son partenaire, le groupe SABC, dont les activités s'inscrivent en droite ligne de la politique gouvernementale de lutte contre la pollution environnementale. Le sport au pas de course, la première réunion préparatoire à la 26e édition de l'ascension du Mont Cameroun s'est tenue aujourd'hui. Tous les acteurs impliqués dans l'organisation au ministère des Sports et de l'Éducation physique étaient réunis autour du secrétaire général. La compétition est prévue du 26 au 27 février prochain. Compte rendu, Willy Abena et Somba. Première assise avant le grand départ, la 26e édition de la course de l'espoir se prépare. Les organisateurs dévoilent différents plans d'action pour le succès de l'ascension du Mont Cameroun prévu du 26 au 27 février prochain. La région de Sous-Ouest est en train de préparer très bien. On est déjà prêt pour l'ascension. Les 4 catégories représentées sont les dames, les juniors, les seniors et les vétérans. Pour au total 500 athlètes attendus, donc c'est des 11 nations étrangères enregistrées. Cette année, l'ascension sera vraiment compétitive parce qu'il y a certains athlètes étrangers qui sont déjà au pays pour acclimatiser. Malgré l'embonpoint des préparatifs, le ministère des Sports n'a pas manqué l'occasion d'émettre quelques recommandations. Associer toutes les expertises, en même temps contribuer efficacement. Réserver à tous les participants un accueil chaleureux. Un accueil sans écueil jusqu'au pied du Mont Cameroun pour les athlètes qui viendront l'apporter pour succéder à Godlove Gadzibune chez les messieurs et à Karine Tata chez les dames. Fin de ce journal préparé avec la collaboration d'Alvin Giselle, Augustin Gononga et Salomé Nsama Oona. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain. Restez sur les programmes de la CRTV. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.